Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, projet d'amnistie adopté à Djibouti. Le texte a été approuvé ce mardi par le gouvernement. Il concerne les personnalités de l'opposition condamnées lors de la crise post-électorale. Les Rwandais continuent de commémorer le génocide de 1994. Ils sont nombreux à se recueillir dans les lieux de mémoire, notamment au mémorial de Gisozi. Et en Afrique du Sud, une académie de cyclisme forme des jeunes des bidonvilles, un club qui a mené certains aux plus grandes compétitions continentales. C'est un pas de plus vers l'apaisement politique qui a été franchi à Djibouti. Mardi, le gouvernement a adopté un projet d'amnistie. Le texte concerne les militants et personnalités de l'opposition condamnés pour des événements liés à la crise post-électorale de 2013. Ibrahim Ndiaye. Les relations entre le gouvernement et l'opposition vont-elles s'améliorer après la décision des autorités en faveur de l'opposition? Le gouvernement djiboutien a en effet approuvé ce mardi 7 avril un projet d'amnistie en faveur des militants et des personnalités de l'opposition condamnés pour les événements liés à la crise post-électorale de 2013. Le gouvernement privilégie le dialogue social, réaffirme sa disponibilité et poursuit son engagement à construire un ordre politique fondé sur les valeurs de justice, de pluralisme démocratique et de bonne gouvernance entre les diverses composantes de la communauté nationale. La décision s'inscrit dans le cadre des accords du dialogue politique intervenu le 30 décembre 2014 entre l'Alliance au pouvoir et la coalition de l'opposition, l'Union pour le salut national, USN. Mais si l'opposition salue ce geste du gouvernement, elle déplore néanmoins le fait que certains membres de l'opposition dorment encore en prison. Pourquoi ces trois éléments ont été condamnés? Je crois que c'est très important. C'était à la suite des élections législatives de 2013, de février 2013, qui a vu la victoire finalement de l'opposition de l'USN, l'Union nationale pour le salut, et qui protestait contre les fraudes massives qui ont eu lieu. Et ces gens-là n'ont fait que manifester à l'époque, ont été condamnés quand même lourdement à 18 mois. Et aujourd'hui, c'est quand même heureux qu'ils puissent bénéficier d'amnistie, c'est la moindre des choses. Il faut rappeler qu'il y a un prisonnier qui s'appelle Mohamed Ahmed Jabha qui a été arrêté en mai 2010, qui a été à l'époque torturé et qui n'a bénéficié d'aucun soin et qui n'a jamais été présenté devant un juge et qui reste encore en prison à Gabon. Et Mohamed Ahmed Jabha est toujours en prison. Et aujourd'hui, nous sommes très étonnés que cette amnistie ne s'étende pas à ces militants aussi. L'accord cadre entre l'USN, l'Union pour le salut national et le gouvernement prévoyait également des discussions sur la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, autre point d'achoppement essentiel sur lequel l'opposition entend des réponses du gouvernement. Rappelons que la signature le 30 décembre 2014 de cet accord cadre entre le pouvoir et l'opposition avait mis fin à plus de 20 mois de crise politique dans le pays. Et ce drame au Maroc, au moins 33 personnes sont mortes ce vendredi dans une collision entre un bus et un camion. Les victimes, en majorité des enfants, revenaient d'un séjour sportif. L'accident s'est produit au niveau de la commune de Chibika, dans la province de Tantan. Les raisons de la collision ne sont pour l'instant pas connues. Au Rwanda, la 21e commémoration du génocide de 1994 a commencé depuis le mardi 7 avril. Les Rwandais ont 100 jours pour se recueillir et se souvenir. Et parmi ces lieux de mémoire, il y a le mémorial de Gisozi à Kigali qui s'est donné pour mission d'éveiller la jeune génération à la culture de la paix. Un reportage de notre correspondant Olivier Diakota. Éduquer la jeune génération rwandaise à la paix, c'est l'ambition des responsables du centre mémorial de Kigali. En cette période de deuil national, l'institution multiplie les campagnes de sensibilisation dans ce sens. Des campagnes qui attirent plusieurs jeunes. C'est le cas de Sadini Bakadjiri. Il avait 5 ans lors du génocide de 1994. J'étais petit quand cette tragédie a eu lieu. Aujourd'hui, j'ai mes 6 ans et grâce aux différents conseils, je connais l'importance de la paix. Je viens ici également pour me souvenir des victimes, mais surtout prier pour qu'elles reposent en paix. Le Rwanda connaît des avancées satisfaisantes dans le domaine de la réconciliation nationale 21 ans après le génocide. Les autorités invitent à redoubler de vigilance. On a toujours les gens qui développent le révisionnisme, qui continuent à nier qu'il y a eu un génocide au Rwanda, qui sont à l'étranger en particulier, ou bien qui sont même au Rwanda et qu'on ne connaît pas. Et là, je dirais que c'est un handicap. Parce qu'ils continuent à développer une idéologie du génocide. Et on le dit bien que dans les étapes d'un génocide, l'ultime étape est de nier qu'un génocide a eu lieu. Le pays des 1000 collines compte une trentaine de sites mémoriaux. Le site mémorial de Kigali est le plus fréquenté.
Près de 3000 victimes du génocide de 1994 y sont enterrées. Rencontre à présent avec un jeune Guinéen. Kevin est ce que l'on appelle un récupérateur. Il amasse en particulier les pneus de véhicules abandonnés. Mais son activité ne s'arrête pas là. Il va ensuite les recycler pour en faire toutes sortes d'objets qu'il pourra revendre. Un reportage de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. Depuis près de 2 ans, Kevin mène une vie de récupérateur. Dans son atelier de fortune à Taouya, en banlieue de Conakry, il amasse des pneus de véhicules jetés qu'il trie et transforme. Très tôt déscolarisé, faute de moyens, ce jeune homme de 26 ans au corps marqué par l'endurance a grandi dans la précarité à Conakry avant de découvrir le recyclage de pneus, devenu progressivement son activité principale. On travaille là-bas avec une dame blanche, elle s'appelle Tanti Rougui. On a travaillé là-bas plus de 6 mois, mais elle dit qu'on va ramasser des pneus pour stocker. On s'est demandé qu'est-ce qu'on va faire le pneu là. Elle a dit que non, on va stocker là d'abord, l'idée va venir. On a beaucoup ramassé des pneus, on a stocké là-bas. Après un jour, il a envoyé un couteau. Il a dit que qui peut couper ça? J'ai dit il faut faire le dessin. Nous, si tu vas faire le dessin, on peut essayer de couper. Elle a fait un dessin avec sous le pneu. On a coupé ça, après on a fait renverser. C'est devenu maintenant des pots de fleurs. Depuis, Kevin a ouvert un atelier de fortune pour valoriser de vieux pneus usagés des véhicules, camions qu'il recycle en ceinture, chaises, tapis ou en objets de décoration, selon des procédés mécaniques. Ces objets sont ensuite exposés à la vente, non loin de son atelier. Kaza est un nouveau client de Kevin. Il semble émerveillé par l'ingéniosité du jeune récupérateur de pneus. Et non seulement c'est la décoration et la couleur qu'ils ont mis là-dessus. Et je sais que si tu mets les plantes de fleurs, ça sera très joli à voir. Kevin reçoit chaque jour des compliments de passants pour son habileté. Les prix de ces objets varient entre 1 et 3 $, pas assez pour faire fortune, mais il aime son nouveau job qu'il qualifie de gratifiant. Le jeune homme envisage recruter plus d'apprentis si ses recettes augmentaient un jour pour valoriser le métier de récupérateur de pneus à Conakry. Du sport à présent avec ce club cycliste sud-africain qui recrute ses nouveaux élèves dans les bidonvilles. La plupart sont âgés de moins de 15 ans. L'académie prend en charge tous les frais relatifs à leur formation et leur entraînement n'a rien d'amateur puisque certains sont déjà illustrés dans les plus grandes compétitions continentales. Kessie Webi Martel. Les rues du bidonville de Khayelitsha dans la ville sud-africaine du Cap, ces jeunes cyclistes les connaissent par cœur. La plupart y ont grandi avant de rejoindre le club Vélo Kaya Life créé en 2004. La discipline est traditionnellement laissée aux familles plus aisées et pour cause, le coût d'un vélo est estimé à 250 000 rands, soit 21 000 $. Ici, les frais sont à la charge du club pour que les jeunes aient une autre alternative à la sortie des classes. Dans ma communauté, il y a tellement d'enfants de mon âge qui se droguent et font la fête que je peux dire que je suis le seul qui dort la nuit, qui ne fait pas la fête et ne consomme pas d'alcool. Je peux donc dire que le vélo m'a apporté beaucoup de choses. Oui, je suis en quelque sorte l'innocent de ma communauté. Si vous êtes déterminé dans ce que vous faites, il n'y a rien qui pourra vous empêcher d'atteindre votre objectif. Donc je pense que le travail acharné, mais aussi la discipline peuvent vous permettre de réussir dans la vie. Le cyclisme n'est pas une discipline nouvelle en Afrique du Sud. En 2013, Daryl Impey devient le premier Sud-Africain à revêtir le maillot jaune pendant 2 jours lors du Tour de France. Mais la Vélo Kaya s'illustre comme la première et seule structure à entraîner des coureurs noirs issus de bidonvilles. L'académie compte 80 membres et pour les organisateurs, ce n'est qu'un début. Pour être honnête, nous avons vu une différence par rapport à 5 ou 10 ans en arrière. Vous verrez beaucoup de coureurs participer maintenant à des courses nationales et même locales. La formation de beaucoup de clubs, un point positif parce qu'en dehors de ces clubs, on ne sait jamais, un coureur, voire plusieurs, pourrait exceller, mais notre objectif principal est d'amener les enfants de la rue à cette discipline. Il ne suffit que d'un vélo pour promouvoir cette discipline. Certains cyclistes s'illustrent déjà dans les compétitions continentales. Zanele Choko est l'une d'entre elles. Au mois de mars 2015, elle est arrivée 6e lors de la 4e étape du Tour de Bolande et 9e au classement général. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.